Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes député du Val d'Oise et ancien maire de Sarcelles pour ce livre. Cette lettre à mes compatriotes musulmans aux éditions du Cerf. Oui, on va beaucoup en parler, François Pupponi, de cette lettre. Pourquoi vous l'avez écrite et ensuite ce que vous défendez. Juste peut-être un mot quand même par rapport à l'actualité hier avec cette manifestation. Je ne sais pas si d'ailleurs vous étiez parmi les manifestants. Est-ce que pour les gens de gauche, il fallait... Alors, vous êtes encore à gauche ou vous êtes plus à gauche? Oui, j'ai toujours mes valeurs. Je suis plus au Parti socialiste, mais j'ai toujours mes valeurs. Vous êtes apparenté Modem. Absolument. Je suis rentré dans la majorité apparenté Modem. Oui. Ouais, mais pas la République en marche. Non. Voilà. Bon, donc vous étiez dans cette manif. Est-ce que pour les gens de gauche, il fallait justement y aller ou pas? C'est évident. Et depuis Chevènement, on n'a plus ce problème avec la sécurité. Puis on a été un certain nombre de maires pendant 20 ans qui n'ont aucun problème pour parler de sécurité, pour dire qu'il faut protéger la police, qu'il faut doter la police. On a quand même eu des grands ministres de l'Intérieur comme Bernard Cazeneuve ou autres. Ouais. Être de gauche ne veut pas dire être contre la police, bien au contraire. Mais pourquoi ils ont mis autant de temps justement à y aller, à prendre à bras le corps la sécurité? Parce que pendant très longtemps, on considérait que seule la prévention comptait, que la sécurité c'était plutôt une valeur de droite. Et puis, mais quand on a été aux responsabilités dans un certain nombre de municipalités, en particulier en banlieue, sincèrement, on est là pour défendre les citoyens. Donc très très vite, maintenant ça fait quand même plus de 20 ans, 30 ans qu'on a compris que la sécurité n'était pas un gros mot, mais qu'il fallait à la fois avoir une politique de sécurité, également de prévention, et que les deux n'étaient pas incompatibles. Ouais, vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa petite phrase, justement, les manifestants d'hier étaient des factieux? Il se trompe. Voilà, le problème, à la fois, ce qui est très incompréhensible avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est le premier à défendre les luttes sociales. Bah oui. Et quand c'est des policiers qui descendent dans la rue pour dire à la République, voilà, ne nous abandonnez pas, aidez-nous et donnez-nous les moyens, ce sont des factieux. Moi, j'ai pas le sentiment hier d'avoir rencontré des factieux. J'ai rencontré des policiers qui sont en difficulté parce que la République n'a pas été au rendez-vous, même si beaucoup de choses ont été faites depuis quelques mois et quelques années maintenant. Mais la République n'est pas au rendez-vous. Ils se font tuer dans la rue et chaque intervention peut mal finir. Ils sont pas en train de remettre en cause la République. Ils interpellent les institutions en disant donnez-nous les moyens de travailler pour vous protéger. Quelque part, ça rejoint un petit peu la lettre des anciens généraux, des militaires, non? C'est la même logique. C'est la même logique. C'est la même ouais. logique. Ouais. C'est vraiment des institutions qui ne sont pas n'importe lesquelles, l'armée d'un côté et la police de l'autre, qui interpellent la République, l'institution, en disant voilà, on est là pour vous protéger, on est là pour vous aider, mais il y a des difficultés. Donc entendez-nous et réagissez. Moi, des factieux qui interpellent des institutions pour dire soyez à nos côtés, ce ne sont pas des factieux. S'ils remettaient en cause la République, oui, ce seraient des factieux. Mais là, ils sont juste en train de dire ne nous abandonnez pas seuls dans la rue. Parce que c'est la République qui peut être mise en cause si on ne fait rien, quoi. En quelque sorte, c'est ça. Quand on commence à tuer ou à ne pas respecter ceux qui protègent la sécurité et l'ordre, oui, l'institution est en danger. Oui. Et parce que les policiers à l'intérieur et les militaires à l'extérieur protègent notre pays. Si eux-mêmes ne sont pas protégés, alors oui, c'est notre pays et donc nos institutions qui sont menacées. Bon, c'est ce que vous expliquez d'ailleurs dans votre livre, hein, parce qu'il y a un cheminement, il y a cette lettre à vos compatriotes musulmans, et puis après, vous décrivez en fait tout ce que vous avez vécu, rencontré, vous, dans la ville de Sarcelles, vous revenez jusqu'aux années 60, où il y avait une forme de cohabitation, etc. Et puis après, il y a eu un éclatement, en quelque sorte, quoi, hein, c'est ça, du communautarisme. Qu'est-ce que vous voulez dire donc aux musulmans aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut dire les musulmans? Oui, bien sûr, on peut dire les musulmans. Il y a des Français de confession musulmane. Et ce que je dis aux musulmans, à travers cette lettre, c'est de dire je souffre de voir notre pays ne pas être capable de leur parler. Voilà. Aujourd'hui, la communauté musulmane de France est importante et elle a des revendications légitimes. Mais comme notre pays est incapable maintenant de parler à cette communauté, de les écouter, de les entendre et d'apporter des réponses éventuelles, eh bien on laisse le champ libre à des réseaux de l'islam radical, à des réseaux liés aux indigénistes, etc., qui disent à cette communauté, voyez, la France est islamophobe, la France ne vous aime pas, venez avec nous, on va vous protéger. Parce que la République est incapable de leur parler. Bon, moi, quand j'étais maire de Sarcelles, j'ai rencontré régulièrement, et je le fais encore régulièrement, les responsables de la côté musulmane qui avaient des revendications sur l'abattage rituel, sur éventuellement leur lieu de culte, sur la manière dont on pouvait procéder à des obsèques dans le cimetière de la ville. Et ces revendications, il faut les entendre. Et si on ne le fait pas, on laisse le champ ouvert à d'autres. Oui, est-ce que vous parlez de ces indigénistes qui aujourd'hui font beaucoup de mal justement à cette communauté? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Que c'est surréaliste, que quand on est capable de dire on va faire des réunions et en fonction de votre couleur de peau, de votre origine, de votre religion, vous n'aurez pas le droit de venir, ou si vous venez, vous vous tairez.
on n'est plus dans le pays des droits de l'homme. Je prends l'exemple d'ailleurs des Antillais. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la communauté antillaise sur la réflexion par rapport aux conséquences d'être le descendant d'un esclave. Mais heureusement que j'étais invité aux réunions, heureusement que j'ai pu entendre, parce que j'ai appris des choses, heureusement que j'ai pu poser des questions, heureusement que j'ai pu m'exprimer, parce qu'on a fait un travail en commun. Et jamais, ils m'ont dit, tu es blanc. De temps en temps, on se taquinait un peu. Genre, Oui, je suis corse. Non, mais je disais, je suis corse, c'est donc un peu des relations avec Napoléon, et donc c'est lui qui a rétabli l'esclavage. Est-ce que j'ai le droit d'être là? Mais on a travaillé ensemble. Mais jamais il se serait permis de me dire, tu es blanc, tu t'en vas, tu parles pas. Mais pourquoi ça a basculé? Pourquoi tout à coup, vous le dites, certains gamins, et on le voit, ne se sentent plus français et plus républicains? D'abord, parce que certains réseaux les ont convaincus que la France les avait colonisés, exploité, stigmatisé et discriminé. Il y a une part de vérité. La France a été un pays colonisateur, la France a effectivement importé et fait venir un certain nombre de populations, l'immigration pour travailler dans les usines, et elle a eu des politiques discriminatoires, c'est une réalité. Maintenant, ça a évolué depuis 40 ans. Et donc, mais comme on a élevé ces jeunes dans ce dogme-là, ils disent maintenant, il faut que la France paye. La France nous est redevable, et donc nous voulons la place. Vous le dites dans votre livre, sur le côté solidarité, sur le côté social, finalement, il a été fait aussi beaucoup de choses. Bien entendu. Le constat qui a été fait il y a plus de 40 ans avec la politique de la ville, il faut dire, oui, effectivement, dans certains quartiers, la République n'était pas au rendez-vous. Mais on a investi beaucoup d'argent, on a fait des efforts considérables. Oui, vous étiez patron de l'ANRU à l'époque. Il y a des réussites exceptionnelles. Il y a encore des choses à améliorer. Mais continuer au bout de 40 ans de dire, comme certains réseaux le disent, la République ne fait rien pour nous, la France ne fait rien pour nous, c'est complètement faux. Ce n'est pas, d'abord, c'est factuellement faux, et en plus, ça ne correspond pas à la politique qui a été mise en œuvre. Alors après, qu'il faille améliorer, qu'il faille en faire plus, bien entendu, mais globalement, un effort conséquent a été fait. Et je le dis dans le livre, ce qui a permis des réussites exceptionnelles, normales, d'un certain nombre de ces populations qui ont réussi socialement et qui ne posent aucune difficulté. Le problème de cela, on n'en parle jamais. Allez, vous voulez dialoguer avec François Pupponi, lettre à mes compatriotes musulmans. Et puis derrière, en filigrane, il y a évidemment toute l'évolution de la société française, notamment dans les quartiers. Dans ce livre, c'est particulièrement intéressant. Est-ce que, comme il dit, la France en a déjà fait beaucoup, on peut en faire encore, mais comment d'ailleurs? Vous nous appelez 0826 300 300 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h32, François Pupponi est avec nous, député du Val d'Oise et ancien maire de Sarcelles. Lettre à mes compatriotes musulmans aux éditions du Cerf. Et vos appels 0826 300 300, vous avez des questions à poser. Comme Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Je crois que la question n'est pas ni identitaire ni culturelle. Elle est pour moi purement géographique, vous l'avez un petit peu évoqué, et elle est concentrationnaire, c'est-à-dire que l'homme n'est pas fait pour vivre l'un sur l'autre, il a besoin d'un minimum de territoire, et malheureusement en agglutinant les hommes qui en plus ont des coutumes différentes, on manque d'intégration, comme vous l'avez très bien fait remarquer, provoque en fait un mélange qui est explosif et qui enflamme les banlieues. Moi je crois que la solution, elle est beaucoup plus comme au 19e siècle, haussmannienne, c'est-à-dire que l'idée consiste en fait à démolir un certain nombre d'immeubles dans des quartiers pour éviter que les gens se retrouvent concentrés et au fond qu'ils puissent un peu retrouver une vie, une certaine liberté, parce qu'au fond tous ces jeunes qui se retrouvent agglutinés, bien entendu que par mimétisme ils voient leurs aînés faire des choses qui ne sont pas normales, ils les font. Pourquoi? Parce que évidemment ils n'ont que ça comme modèle, et je pense que cette solution-là, elle est facile à mettre en place, et il ne s'agit pas, alors bien sûr après on vous dira mais il faut rééduquer les gens, etc. Mais je pense qu'il y a déjà une partie de la population qui est condamnée, c'est-à-dire cette jeunesse qui a vécu trop longtemps là-dedans, et c'est très très difficile après de les réintégrer. Mais par contre, pour ce qui est de tous ces jeunes qui ont entre 3 et 10 ans, je crois qu'il faut sortir les familles de ces quartiers-là pour pouvoir justement les intégrer dans la société, celle que l'on a connue dans les années 80. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, c'est une bonne suggestion. Restez avec nous, Pierre. Il y a d'autres appels. Continuez de réagir. 0826 300 300. François Pupponi. Écoutez, la France a une politique urbaine dans les années 50 et de peuplement, d'attribution de logements, qui a entraîné la ghettoisation. Manuel Valls avait parlé de politique d'apartheid, et moi j'ai partager son analyse, parce que c'est ça qui s'est passé. Depuis maintenant 2007, avec la création de l'ANRU, les choses ont changé. On a compris qu'effectivement des erreurs avaient été commises, et donc on a rénové les quartiers pour éviter les ghettos urbains.
Et on a essayé de mettre en place une politique de peuplement. Mais par contre, et vous avez en particulier raison, le problème de la France, c'est que c'est le pays de l'entre-soi. Les gens ne veulent pas se mélanger. Tout le monde parle de mixité, mais la mixité, c'est pour les autres. On a envie de vivre dans un quartier avec des gens qui se ressemblent, etc. Et c'est ce que vous dites. Voilà. Vous donnez beaucoup d'exemples. La France n'en veut pas de la mixité et du mélange. Et après, il y a la France, et même dans les quartiers, est-ce qu'on en veut en fait du mélange? Parce qu'on a l'impression qu'on vit aussi beaucoup par communauté. La France est le pays de l'entre-soi, et les communautés issues d'immigration ont envie de vivre entre elles. Comme des Français qui sont là depuis longtemps, ont envie de vivre entre eux. Voilà. Oui, mais François donc Pupponi, ça, c'est une réalité malheureusement de notre pays. Vous dites dans votre livre quand même que ceux qui réussissent n'ont qu'une envie, c'est de partir. C'est d'aller dans les beaux quartiers, de quitter justement. Mais c'est normal, ils ont envie, comme tout le monde, d'avoir une promotion et l'ascension sociale. Mais comme tout le monde. C'est arrivé, par exemple, la communauté juive de Sarcelles qui est arrivée d'Afrique du Nord. Ils ne restent pas entre eux. Alors, pour certains, oui. Pour certains, on a envie, mais globalement, les gens, ils ont envie de vivre entre eux. Alors, entre niveau social, entre niveau d'origine, et ça, c'est la réalité de la France. Alors, est-ce qu'on contre ça, on doit lutter, est-ce qu'on doit tout prix, ou est-ce qu'on doit faire de la mixité sociale, c'est-à-dire que dans chacun des quartiers, il y a des gens de niveau social différents. Ce qui est, je pense, le plus problématique, parce que ce qu'on peut arriver à faire, c'est éviter les ghettos sociaux, de ne concentrer que les populations en difficulté. Après, sur l'origine des gens, on s'aperçoit que c'est compliqué, parce que les gens n'en veulent pas. Les gens ont envie de vivre avec des gens qui leur ressemblent, pour avoir les mêmes pratiques. Et ça ne me choque en rien. Arrêtons de parler de mixité, parce qu'en fait, je répète, tout le monde en parle, mais personne n'en veut pour soi. Pierre, qu'est-ce que vous aviez une bonne suggestion là par rapport en fait aux plus jeunes, mais comment vous voyez les choses? Parce que très concrètement, après, c'est quand même bien compliqué à mettre en place. Hein. Oui, mais déjà, comme vous l'avez fait remarquer, les gens partent quand ils sont adultes, ce qui fait que les seuls qui certains sont certains, voilà. Mais ceux qui veulent s'en sortir attendent d'avoir au moins 18 ans, 19 ans pour pouvoir partir. Ce qui veut dire qu'on condamne toute une population qui, elle, n'est pas en capacité d'être en autonomie pour pouvoir partir. Donc on les condamne. Moi, je vois quand même sur Toulouse, puisque c'est ma région, ils sont en train aujourd'hui de construire énormément d'immeubles, alors soi-disant des quartiers d'affaires, etc. On sait très bien que ces immeubles, à terme, deviendront des ghettos, alors qu'au départ, évidemment, ce sont des beaux immeubles en verre qui sont des années d'aujourd'hui. Et au fond, ce qui s'est passé dans les années 80 avec ces fameux immeubles aussi qui étaient soi-disant très beaux, ils se sont ghettoisés. Mais comment ça, ghettoisés? Comment ça, ils se ghettoisent alors? C'est-à-dire que vous avez donc au départ une belle population, puisque l'immeuble est neuf, ensuite l'immeuble se défraîchit, et donc il attire une autre population qui est en rapport avec la qualité de l'immeuble qui reste. Et les loyers. Évidemment, vous avez des gens qui ont moins de revenus. C'est ça, c'est les loyers. Ouais. Voilà, et forcément, il y a une baisse du montant des loyers qui attire une autre population. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on continue en fait, contrairement à ce que l'on croit, on continue à construire des quartiers neufs, je dis bien neufs, dans des concentrations géographiques qui sont à mon sens trop importantes, et donc avec des immeubles trop hauts, avec évidemment un manque de vision sur la campagne, on va dire, et du coup, ça provoque, et on continue à faire les mêmes choses que dans les années 80. Et c'est là où, pour moi, la solution miracle serait justement de mettre une bonne fois pour toutes un arrêté qui limite la hauteur des immeubles et le nombre de populations par rapport à une surface géographique donnée, pour que enfin on arrive à ce que les gens retrouvent un semblant de vie, quoi. Ouais. Bon, alors, Pierre, c'est intéressant quand même. Ça existe déjà, parce que c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme. On limite la densification de territoire. Bon, mais à côté de ça, on veut limiter la densification de territoire, mais on veut aussi éviter l'étalement urbain pour aller construire la campagne. Donc c'est un peu contradictoire en France. Bon. Par contre, là où vous avez raison, c'est pas la qualité des immeubles qui est en cause, c'est la politique de peuplement. C'est à qui attribue-t-on les logements? Et c'est là où la France, pour moi, commet une faute qui est une faute grave, et c'est les services de l'État comme les bailleurs sociaux. Ils attribuent les logements toujours aux mêmes populations qui sont en grande difficulté. Et donc, si on n'est pas capable de faire en sorte, lorsqu'on attribue un logement, de vérifier la sociologie du quartier pour éviter qu'il bascule, alors oui, c'est ce que Manuel Valls appelait la politique d'apartheid, on concentre toujours les mêmes en difficulté aux mêmes endroits. Donc, c'est pas la qualité des projets urbains qui sont plutôt des grandes réussites, c'est à qui on attribue le logement. Il faut arriver à faire un savant dosage pour
permettent d'avoir une certaine mixité. Et ça, la France n'est pas capable parce qu'elle ghettoise toujours les plus pauvres dans les territoires les plus pauvres. Oui, et puis parce que dans ces territoires, les loyers sont moins élevés. Bien souvent, ce sont des loyers aidés aussi pour certains immeubles. Et c'est la population qui a le moins de revenus. Oui, qui mais y va, justement, tout le travail. En plus, on se repasse les appartements des uns aux autres. Mais tout le travail qui a été fait, c'est justement, c'est un peu technique, mais les logements sociaux, vous avez les PLAI qui sont les loyers les plus faibles et les PLS, les loyers les plus élevés. Bon. Toute la stratégie de la rénovation urbaine, c'était de dire, dans un même quartier, on va mettre des logements d'accession à la propriété, des logements en PLS pour des loyers un peu élevés, des logements en PLI, des logements intermédiaires, bref, qu'il y ait de la mixité. Mais si à l'intérieur de ces logements, on continue à n'accorder que des gens qui ont droit, par exemple, au DALO, on paupérise le quartier. Et les classes moyennes ne viennent pas. Et des classes moyennes qui, dans ces conditions, ne sont pas non plus forcément attirées par ces quartiers. Bien entendu. Parce que elles savent que malheureusement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur de l'insécurité, de la délinquance, du trafic de drogue. Et vous n'avez pas envie d'en avoir en bas de chez vous. Il y a ça. Et puis les classes moyennes, qu'est-ce qu'elles regardent lorsqu'elles viennent dans un quartier? Il y a la qualité du logement, la qualité de l'immeuble et la qualité de l'école pour leurs enfants. Bien sûr. Et quand elles vont à l'école et qu'ils ne voient qui fréquente l'école, ils repartent en courant et ils ne viennent pas. Donc il y a toute une stratégie. Et on ne peut pas rénover un quartier si en même temps on ne met pas une police de sécurité qui assure la sécurité pour les habitants. Et donc ce qu'on est capable de faire en France, c'est de bien construire, de bien rénover. On n'est pas capable d'attribuer avec intelligence ces logements et on n'est pas capable de mettre en place des politiques sociales efficaces. Allez, on va au standard, ça appelle beaucoup. 0826 300 300 avec Mohamed. Bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs, bienvenue. À votre invité. Bonjour. Voilà, je voulais un petit peu intervenir au sujet de dire que certaines populations veulent vivre entre elles et qu'elles ne veulent pas changer des quartiers. C'est complètement faux. Je pense que c'est l'inverse qui se passe dans des quartiers très riches, dans des quartiers où ce qu'on estime que c'est populations n'ont pas à être, on n'a pas à les déplacer. C'est un petit peu dommage. Je pense que certains quartiers mériteraient que certaines populations se mélangent. Les gens veulent se mélanger, veulent se déplacer, mais j'ai l'impression qu'on a un problème de rénovation des bâtiments. On n'a pas envie, on n'a pas envie de faire un mélange. Je crois qu'il y a certains bâtiments qu'il faut absolument démolir. Je pense que ce qu'on a fait dans les années 60, c'est plus possible et on continue à le faire. C'est un petit peu dommage. Voilà, je pense que votre invité, il a tort. Je crois que les gens, ils ont envie de bien vivre, de vivre ailleurs, d'éduquer leurs enfants. Il y a une minorité dans ces quartiers qui fout la pagaille, mais j'ai l'impression que le gouvernement, ça leur convient trop bien. La police ne veut pas y aller. Ça sert d'électorat pour certains et c'est un petit peu dommage. De dire que les populations ne veulent pas se mélanger, c'est faux. Alors François Pupponi va vous répondre. Restez, Mohamed, si je peux me permettre. Vous avez raison. Bien entendu que les populations ont envie d'évoluer, de sortir du quartier, d'aller. Mais ce que je dis, c'est que ceux du quartier où ils veulent aller n'ont pas forcément envie de les voir arriver. C'est ça le problème de la France. C'est qu'il y a des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, des ghettos en fonction de l'origine, et que bien entendu que les gens ont naturellement envie d'évoluer. Mais le quartier d'en face, il n'a pas forcément envie de vous voir arriver. Et c'est là où je dis que c'est la France, c'est le pays de l'entre-soi. On a envie de rester entre soi et on n'a pas envie de se mélanger avec les autres. Si je peux me permettre... Bien sûr. Au lieu de faire des barres d'HLM 6, 7, 8 étages, et pourquoi pas faire des petites structures, des 10, 15 maisons dans des quartiers plus résidentiels et répartir cette population. Les populations immigrées ne demandent que ça, s'intégrer. Mais le problème, c'est qu'on les met ensemble. Pourquoi faire des grands bâtiments, des trucs énormes, on met tout le monde au même endroit, et en plus on n'a pas les moyens d'entretenir ces grands bâtiments, alors c'est beaucoup plus facile d'entretenir des petites structures de 10-20 logements. Non mais Mohamed, c'est pas faux, mais ce que disait François Pupponi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est un peu schizophrène parce qu'on dit non mais il faut lutter contre l'étalement urbain, parce que si vous ne construisez plus en hauteur, vous allez évidemment vous étaler, et là aujourd'hui on dit non, il faut pas faire ça. Vous avez été confronté à ça complètement. Donc c'est vrai que mais sincèrement aujourd'hui la rénovation des quartiers par l'ANRU, faut pas oublier que globalement la France depuis 2007 aura investi 80 milliards d'euros pour rénover les quartiers, pour 450 quartiers. Énorme. C'est énorme, c'est des sommes. Et quand on rénove, on rase des grands immeubles pour en construire des plus petits, qui correspondent plus à ce que l'on veut aujourd'hui. Donc ça se fait plutôt. Mais après effectivement le problème
problème, c'est qu'il y a des maires maintenant qui ne veulent plus construire parce que les habitants disent il y a trop d'habitants, on n'en veut plus. On ne peut plus construire, ce qui n'est pas faux. On ne peut plus construire dans certaines zones rurales parce que il faut respecter et éviter l'étalement urbain. Mais est-ce que l'écologie va pas jeter justement les passoires thermiques? On va bien falloir lutter contre ça aussi. Ça, on est en train de le faire. Oui. Il y a des sommes considérables qui sont investies là-dessus, mais il y a la loi littorale, il y a la loi montagne. On ne peut pas construire trop près de la mer, on ne peut pas construire en montagne, on ne peut pas construire dans les zones rurales parce que on ne veut plus. Les gens ne veulent plus de grands immeubles, mais sauf qu'il y a le prix du logement. Et les Français, il y a de plus en plus de monde quand même. Et nous, on veut se loger. Et François Bayrou dit qu'il faut faire des enfants. François Bayrou nous dit même qu'il faut faire éventuellement des populations issues de l'immigration pour repeupler la France. Oui, mais dans certains cas. Où les loge-t-on? Oui, absolument. Yamina est avec nous, d'Ivry-sur-Seine aussi. Merci Mohamed et Pierre. Yamina, vous restez avec nous. On vous prend dans un instant avec François Pupponi. Bougez pas. A tout de suite. C'est le Grand Matin Sud Radio. Continuez de nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bouygues Télécom. Daphné de Dieppe a décidé en mai de faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est de s'offrir un nouveau smartphone. À prix mini, évidemment. Eh bien, Daphné, ça tombe bien. Écoutez donc cette offre délicieuse. Du 17 au 30 mai, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Profitez de 70 € de remise immédiate sur une sélection de mobiles grâce au forfait sensation avec avantage smartphone. Et comme nous avons hâte de vous retrouver, nos boutiques sont ouvertes pour vous accueillir en toute sécurité. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition. Jusqu'à samedi. 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h48, merci d'être avec nous. François Pupponi est avec nous avec ce livre, Lettres à mes compatriotes musulmans aux éditions du Cerf. Alors c'est cash, ça parle franchement. Et on accueille au 0826 300 300 Yamina qui nous appelle d'Ivry-sur-Seine. Bonjour et bienvenue Yamina. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à votre invité. Bonjour. Appelez-le François. Voilà. Bonjour alors François. François, vos différentes interventions, je vous lis, je vous suis et j'aime beaucoup votre discours de vérité et votre dernier livre que je n'ai pas encore lu, mais je le lirai volontiers. Eh ben on vous l'enverra, on va vous l'envoyer. Je vais prendre votre adresse et puis je vous l'enverrai. Et parle d'une lettre aux musulmans et j'espère qu'elle tient un discours de vérité contraire à la lettre écrite par un édit Plenel pour les musulmans qui enferme justement les musulmans dans une posture victimaire. Moi, c'est très bien de parler ou encore une lettre un peu plus. Enfin, je parle de ça parce qu'il y en a eu d'autres de Bidar, l'islamologue, qui très bien d'ailleurs qui met justement le monde musulman face à ses responsabilités parce qu'il ne faut pas exonérer le monde musulman de ses responsabilités aussi, et la responsabilité de l'État est grande aussi. Alors, c'est très bien de parler de rénovation urbaine, les choses évoluent, effectivement, comme vous le dites, mais le problème est plus grave. Le problème, je dirais, est philosophique. Enfin, je veux dire, la France n'offre plus l'imaginaire, n'offre plus de collectif, n'offre plus de commun à la nation, tout simplement au peuple français pour qu'il se retrouve, pour qu'il puisse se retrouver encore une fois autour de quelque chose qui les unit. Et c'est cette chose qui peut les unir, c'est la France. C'est la France, c'est son histoire, c'est sa culture. On a laissé l'État justement, l'État a laissé le terrain dans des quartiers de plus en plus nombreux d'ailleurs. Toutes les études le disent, les enquêtes, mais aussi des enquêtes qui datent d'ailleurs de 2002. Enfin, je veux dire, les sonnettes d'alarme sont là depuis très longtemps, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait à ce jour. Et on se retrouve aujourd'hui devant un gros problème qui risque, comme l'ont dit, les différentes tribunes des militaires, mais pas que, connaît quand même que le danger d'une dislocation, d'un délitement qui est là déjà, risque d'aggraver les choses. Ouais. Alors, comment refaire ensemble, enfin refaire nation ensemble, alors qu'on a laissé entre les mains d'islamistes, mais pas que d'islamistes, aujourd'hui les indigénistes, les décoloniaux, mais qui alimentent justement la haine de la France, la haine de la culture, la haine de l'histoire de France, qui voilà. Et puis on déresponsabilise
déstabilise les gens et je le dis avec en étant très à l'aise. Hein, je suis une enfant de l'immigration de ce monde musulman en l'occurrence, mais l'État doit mettre aussi doit pointer aussi les intellectuels. Je parle de l'État, mais de tous ces gens-là, doit dire aussi au monde musulman, soyez responsables, aidez-nous. Soyez responsables, aidez-nous. Ne dites pas à chaque fois que les islamistes, ça n'a rien à voir avec l'islam, que ceci, ça n'a rien à voir avec cela. Il faut quand même faire la distinction quand même. Il faut faire la distinction. Moi, je fais très bien la distinction. Je ne stigmatise ni les musulmans. Je vous dis, je suis très à l'aise. Ouais. Je fais partie, je viens de ce monde-là, donc je connais. Je connais. Mais à force de dire, ça n'a rien à voir, ça déresponsabilise tout le monde. Si ça a à voir, l'idéologie, ça a à voir avec la même chose. Voilà, avec une lecture de l'islam, avec les préceptes véhiculés dans l'islam, il faut inviter justement les musulmans à désacraliser ces textes qui sont d'un autre temps. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, François Pupponi. Pas seulement les islamistes, tous les musulmans. François Pupponi, je pense, madame, vraiment, je pense que quand vous lirez mon livre, vous découvrirez qu'on dit à peu près la même chose, et moi je partage beaucoup de ce que vous avez dit. Mais ce que je dis aussi, c'est que tant qu'on ne parlera pas, tant que la France ne sera pas capable de parler aux musulmans, de les entendre et de les écouter, on laissera la place aux islamistes, à l'islam politique, à l'islam radical. Et cette incapacité de notre pays à aborder ce sujet, qui est un sujet majeur... on a essayé quand même, il y a eu le culte, le CFCM, etc. On a essayé de créer... Maladroitement. Moi, pour rencontrer régulièrement les responsables de la communauté musulmane de ma circonscription, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils vous disent, nous, ce qu'on veut, c'est... On est français, on ne pose pas de difficultés, on ne remet pas en cause la République, on veut juste vivre notre religion comme les autres, tranquillement. Pour ça, il nous faut des lieux de culte dignes de ce nom. Il y a le problème de l'abattage rituel. Et puis, il y a le problème des obsèques, parce que beaucoup de gens ne se font plus enterrer dans le pays d'origine. Ils sont français, ils vivent ici, ils se font enterrer ici. Et personne ne leur répond. Et le financement des lieux de culte, c'est un vrai sujet. La fameuse loi sur le séparatisme dit aux musulmans maintenant, vous ne pourrez plus quasiment avoir de financement étranger. Mais on ne vous donne pas d'avantage pour construire vous-même. Et beaucoup de musulmans dans les quartiers que je connais n'ont pas les moyens de financer les mosquées nécessaires à l'exercice de leur lieu de culte. Et donc, tant qu'on ne répondra pas à ces questions-là normalement, tant qu'on n'entraînera pas les légitimes revendications, on ne réglera pas le problème. Et ça permettra aux islamistes, comme le dit votre auditrice Yamina, vous voyez, ce pays est islamophobe, ce pays ne vous aime pas, donc venez avec nous, on vous défendra. Et c'est là où je pense que la République est faible aujourd'hui. Merci beaucoup François Pupponi. Lettre à mes compatriotes musulmans, c'est aux éditions du CERF, très intéressant parce que non seulement il y a cette lettre, mais il y a aussi un retour aussi sur toute cette histoire, tout ce qu'on a évoqué de l'aménagement urbain des années 60 où vous disiez il y avait c'est un homme de terrain qui l'a vécu. Bien sûr, de l'immigration, il y a eu le regroupement familial, il y a eu la construction pour retrouver en fait aussi des logements alors qu'il y en avait beaucoup d'insalubres. Bien sûr, on a fait quand même beaucoup de choses. Il ne faut pas non plus tout jeter tout de même. Merci François Pupponi.